Ce n'était qu'un baiser. Ne sois pas si jaloux, m'a-t-elle dit après être allée à la fête d'anniversaire de son ex. Puis un de ses collègues m'a envoyé une vidéo de ce qui s'était réellement passé. Je l'ai mise à la porte et j'ai coupé tout contact. 3 mois plus tard, elle a débarqué chez moi en hurlant. Je m'appelle Antoine, j'ai 34 ans et je dirige une petite entreprise de revente en ligne basée à Lille. La plupart de mes journées sont consacrées à l'approvisionnement, à l'emballage des commandes, aux relations avec les clients et à la gestion de l'ensemble pour que cela génère des bénéfices. Mon épouse était Sophie, 32 ans, et nous étions ensemble depuis 6 ans, mariés depuis 3. Nous vivions dans un appartement de 2 chambres près de la Deule, pas d'enfants, une voiture partagée et une routine qui me semblait suffisamment stable pour que j'arrête de la remettre en question. Je poste ici parce que j'ai besoin d'un point de vue extérieur pour savoir si j'ai manqué quelque chose d'évident ou si cette situation est devenue aussi ridicule qu'elle me semble maintenant. Pendant la majeure partie de notre mariage, Sophie avait le don de transformer chaque désaccord en quelque chose qui me faisait paraître déraisonnable. Si j'abordais des sujets pratiques comme les limites, le temps ou le respect, elle le présentait comme si j'étais celui qui en faisait trop. C'était son approche habituelle. Elle commençait rarement par crier. Elle commençait par cette expression légèrement amusée qui signifiait en gros qu'elle pensait que j'étais sur le point de me ridiculiser. Le problème qui a déclenché tout cela semblait minime au début, ce qui explique probablement pourquoi je ne l'ai pas arrêté immédiatement. Il y a environ 4 mois, Sophie m'a dit que son ex organisait une fête d'anniversaire. Elle l'a mentionné en s'appuyant sur le comptoir de la cuisine, comme si elle parlait de la pause déjeuner d'un collègue. Je savais exactement de qui elle parlait. Il s'appelle Paul. Ils sont sortis ensemble avant moi et sont restés en contact au fil des ans. Chaque fois que je disais que cela me semblait inutile, elle me répondait que les adultes pouvaient rester amis et que j'étais jaloux. J'ai demandé pourquoi elle devait y aller. Elle a dit que leur ancien groupe d'amis serait là et qu'il serait impoli de ne pas se montrer. Puis elle a ajouté que ce serait probablement gênant si je venais, ce qui m'a immédiatement fait froncer les sourcils. J'ai demandé ce que cela était censé signifier. Elle a dit que j'avais l'habitude de transformer des situations sociales inoffensives en interrogatoires. Cela m'a plus dérangé que la fête elle-même. Je lui ai dit que je n'étais pas à l'aise avec l'idée qu'elle aille seule à la fête d'anniversaire d'un ex-petit ami, surtout un que je ne devais apparemment pas fréquenter. Sophie a levé les yeux au ciel et a dit que je prouvais son point de vue sur ma jalousie. Pendant les 2 jours suivants, elle a agi comme si j'avais accusé de quelque chose d'outrageant juste en réagissant. Le soir de la fête, elle est partie vers 19h. Ce qui m'a tout de suite frappé, c'est à quel point elle était habillée pour quelque chose qu'elle avait décrit comme une rencontre décontractée. Quand je l'ai fait remarquer, elle a dit « Les femmes ont le droit d'être belles sans que ça se transforme en audience de tribunal ». Elle est rentrée un peu après 1h du matin. J'étais toujours assis sur le canapé avec la télévision allumée, mais en sourdine. Au moment où elle a franchi la porte, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Pas à cause de quelque chose d'évident. Pas de traces de rouge à lèvres ou quoi que ce soit de ce genre. C'était son attitude. Elle avait déjà l'air défensive avant même que j'ouvre la bouche, comme si elle avait répété un argument pendant le trajet. À ce moment-là, j'ai supposé qu'elle s'attendait simplement à ce que je me plaigne à nouveau de la fête. Ce que je ne réalisais pas encore, c'est qu'elle avait une raison très précise de préparer une défense. Sophie a retiré ses talons juste à côté de la porte et a jeté son sac sur la chaise comme elle le faisait habituellement quand elle rentrait tard. Ce qui m'a frappé, c'est à quel point elle avait déjà l'air agacée. Je n'avais même rien dit encore, et elle agissait déjà comme si elle était entrée dans une dispute. J'ai posé une simple question. J'ai demandé si la fête était bien. Elle a haussé les épaules et a dit que c'était bien. Puis elle est passée devant moi vers la cuisine et a attrapé une bouteille d'eau comme si elle essayait de mettre fin à la conversation avant même qu'elle ne commence. J'ai demandé qui était venu. C'est là que l'irritation a commencé à se manifester plus clairement. Elle a dit que les gens habituels étaient là. De vieux amis de ce groupe. Elle traînait avec eux avant que nous nous rencontrions. Puis elle a ajouté que Paul avait clairement trop bu et qu'il était trop émotif parce que c'était son anniversaire. La façon dont elle a prononcé son nom était désinvolte, mais je pouvais dire qu'elle surveillait ma réaction. Je lui ai dit que j'étais surtout curieux de savoir comment la nuit s'était passée puisqu'elle était rentrée assez tard. C'est là qu'elle m'a lancé le regard qu'elle utilisait toujours quand elle voulait me faire passer pour le problème. Elle m'a demandé si j'étais sérieusement en train de commencer un interrogatoire à 1h du matin. J'ai dit, non,
J'ai juste demandé comment la nuit s'était passée. Elle s'est appuyée contre le comptoir et a croisé les bras comme si elle attendait ce moment précis. Puis elle a dit quelque chose qui m'est resté en tête immédiatement. Elle a dit que Paul avait essayé de l'embrasser à la fête, mais qu'elle l'avait repoussé. Elle l'a dit rapidement comme si ça devait la faire paraître honnête, comme si elle était transparente avant même que je ne demande. Je me souviens être resté assis là pendant une seconde, juste à assimiler ça. J'ai demandé pourquoi cela s'était produit en premier lieu. Sophie a levé les yeux au ciel comme si la réponse était évidente. Elle a dit qu'il avait bu toute la nuit et qu'il était devenu émotif à cause de vieux souvenirs. Elle a dit que c'était embarrassant et qu'elle avait tout de suite mis fin à ça. Puis elle a prononcé la phrase qui, honnêtement, m'a plus agacé que l'histoire elle-même. Ce n'était qu'un baiser. Ne sois pas si jaloux. À ce moment-là, je n'avais même pas encore réagi. Je lui ai dit que le problème n'était pas la jalousie. Le problème était que ma femme était allée à la fête d'anniversaire de son ex-petite amie sans moi, et que d'une manière ou d'une autre, une situation de baiser s'était produite. Elle a levé les mains en l'air et a dit que c'était exactement la raison pour laquelle elle ne voulait pas que je sois là, parce que je transformais des choses sociales normales en une enquête criminelle. Puis elle a attrapé son téléphone et a commencé à faire défiler comme si la conversation était déjà terminée. C'est là que quelque chose dans tout ça a commencé à me déranger, pas l'histoire elle-même. La façon dont elle l'a raconté me semblait trop préparée, comme si elle avait déjà décidé exactement quelle version je devais accepter avant même qu'elle ne franchisse la porte. J'ai laissé tomber la conversation ce soir-là parce que j'étais fatigué et parce que pousser plus loin à 1h du matin finissait généralement par Sophie m'accusant de ruiner la soirée. Pourtant, quelque chose dans son explication continuait de me déranger. Ce n'était pas seulement ce qu'elle disait, c'était la façon dont elle le disait. Tout cela semblait répété. Elle est entrée déjà irritée, puis a immédiatement raconté l'histoire de Paul qui essayait de l'embrasser. Cela seul était étrange parce que normalement elle évitait d'admettre quoi que ce soit qui pourrait la faire paraître discutable. Ce soir-là, elle l'a proposé avant même que je ne demande. Le lendemain matin, elle a agi comme si rien ne s'était passé. Elle a fait du café, a fait défiler son téléphone et a parlé de potins de bureau comme si la conversation de la veille n'avait jamais eu lieu. J'ai posé une question de plus pendant que nous prenions le petit déjeuner. J'ai demandé pourquoi Paul essaierait soudainement quelque chose comme ça après toutes ces années. Sophie a soupiré comme si je venais de poser la question la plus stupide de la planète. Elle a dit que l'alcool rendait les gens stupides et que les hommes devenaient parfois nostalgiques quand ils buvaient. Puis elle a ajouté qu'elle m'avait déjà dit qu'elle avait mis fin à ça et que c'était bizarre que je revienne sans cesse là-dessus. C'était son coup à chaque fois. Si je posais une deuxième question, elle le présentait comme un comportement obsessionnel. Alors, j'ai laissé tomber. Pendant les 2 jours suivants, tout a semblé normal. Elle est allée travailler. Je gérais mon entreprise et la vie continuait comme si la fête n'avait été qu'une note de bas de page mineure. Puis environ une semaine plus tard, quelque chose s'est produit qui a complètement changé ma façon de voir toute la situation. C'était un mardi après-midi. J'étais dans mon bureau en train d'emballer des commandes quand j'ai reçu une demande de message sur Instagram de quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Le nom du compte ressemblait à un profil personnel normal, pas à un compte spam. Au début, j'ai failli l'ignorer parce que ma page professionnelle reçoit constamment des messages aléatoires, mais l'aperçu du message a attiré mon attention. Il disait quelque chose comme « Je pense que vous méritez de voir ça ». Cela m'a immédiatement noué l'estomac. J'ai ouvert le message. La personne s'est présentée comme quelqu'un qui travaillait avec Sophie. Il a dit qu'il avait hésité pendant quelques jours à envoyer le message. Puis il a dit quelque chose qui m'a serré la poitrine. Il a dit qu'il était à la fête d'anniversaire de Paul et que ce que Sophie m'avait dit à propos du baiser n'était pas exactement ce qui s'était passé. Sous ce message, il y avait une pièce jointe vidéo. J'ai fixé le message pendant une bonne minute avant d'ouvrir la vidéo. Une partie de moi s'attendait déjà à quelque chose de grave. Les gens n'envoient généralement pas un message comme ça à moins qu'ils ne soient sur le point de vous montrer quelque chose de désagréable. Pourtant, j'ai essayé de laisser le bénéfice du doute à Sophie pendant quelques secondes. Peut-être que la vidéo montrait juste Paul se penchant et elle le repoussant comme elle l'avait décrit. Peut-être que le gars qui m'envoyait le message pensait juste que c'était pire que ce que c'était réellement. J'ai ouvert la vidéo. Le clip durait environ 15 secondes et il était clairement filmé avec un téléphone à l'intérieur d'un bar bondé. La musique était forte et les gens se tenaient près d'une longue table avec des verres partout.
Sophie était facile à repérer immédiatement. Elle se tenait juste à côté de Paul avec son bras autour de ses épaules. Pas le genre de câlin décontracté que l'on donne à un vieil ami. Ça avait l'air confortable, familier. Il riait de quelque chose pendant que les gens autour d'eux chantaient « Joyeux anniversaire ». Puis Paul s'est penché. Ce qui s'est passé ensuite ne correspondait pas du tout à l'histoire de Sophie. Il n'a pas essayé de l'embrasser au hasard et de se faire rejeter. Sophie l'a embrassé en premier. Pas un petit baiser maladroit et rapide non plus. C'était lent et évident et ça a duré assez longtemps pour que les gens autour d'eux commencent à applaudir. Quelqu'un hors champ a même crié quelque chose à propos de leur remise en couple. Paul l'a rapproché et ils ont continué à s'embrasser pendant encore quelques secondes avant de finalement se séparer. Sophie souriait. C'est la partie qui m'est restée le plus en tête. Il n'y avait aucune surprise sur son visage. Pas de rejet, pas d'embarras. Elle avait l'air de jouir de l'attention. La vidéo s'est terminée juste après. Je suis resté assis dans mon bureau à la rejouer 3 fois juste pour m'assurer que je n'interprétais pas mal quelque chose. Chaque fois, ça semblait pire. Le message du collègue est réapparu pendant que je fixais l'écran. Il a dit qu'il pensait que je devais savoir parce que Sophie avait raconté une version complètement différente de l'histoire aux gens au travail le lundi. Apparemment, elle avait plaisanté sur le fait d'embrasser son ex à la fête. C'est là que quelque chose dans ma tête s'est juste éteint. Pas de colère, de la clarté. J'ai fermé la vidéo, verrouillé mon téléphone et je suis resté assis là pendant environ 30 secondes à réfléchir à la prochaine étape. Après avoir regardé la vidéo quelques fois de plus, j'ai arrêté d'essayer de l'analyser. Il n'y avait plus rien à interpréter. Sophie n'a pas rejeté Paul. Elle s'est penchée et l'a embrassé en premier. Puis elle est restée là à sourire pendant que les gens autour d'eux applaudissaient. Après ça, elle est rentrée à la maison et m'a dit qu'il avait essayé de l'embrasser et a agi comme si j'étais jaloux de m'en soucier. C'était assez d'informations pour moi. J'ai fermé mon ordinateur portable, j'ai pris mes clés et je suis rentré directement chez moi. L'appartement était vide quand je suis entré. Sophie était toujours au travail et ne serait normalement pas de retour avant quelques heures. Je suis resté dans le salon pendant peut-être 30 secondes, juste à regarder autour de moi. Pas de manière dramatique, plutôt comme si je séparais mentalement ce qui allait changer. Puis je suis allé dans la chambre et j'ai sorti 2 valises du placard. J'ai commencé à faire ses affaires. Je n'ai rien jeté ni essayé de quoi que ce soit. Je me suis simplement déplacé méthodiquement dans la pièce. Les vêtements du placard, les chaussures du porte-chaussures, le maquillage et les articles de toilette de la salle de bain. Tout ce qui était clairement à elle étalé dans des sacs. Le silence dans l'appartement rendait le tout étrangement calme. À mi-chemin, j'ai fait une pause d'1 minute sur le bord du lit, pensant surtout à l'aspect pratique de la chose. Le bail était à mon nom. J'y habitais avant notre mariage. La plupart des meubles étaient les miens aussi. Légalement et logistiquement, rien ne m'empêchait de mettre fin à l'arrangement de vie à ce moment-là. Alors, j'ai fini de faire ses affaires. Quand j'ai eu terminé, 3 grands sacs étaient posés près de la porte d'entrée. Puis, je me suis assis sur le canapé et j'ai attendu. Sophie est rentrée vers 18h30, toujours dans ses vêtements de travail et en train de faire défiler son téléphone. Elle a à peine levé les yeux au début. Puis, elle a remarqué les sacs. Elle s'est figée dans l'embrasure de la porte et les a fixés pendant quelques secondes avant de me regarder. Je lui ai dit que j'avais vu la vidéo de la fête d'anniversaire de Paul. Pour la première fois depuis que je la connaissais, Sophie a semblé sincèrement prise au dépourvu. Elle a essayé d'en rire et a dit quelque chose à propos de ce n'était qu'un stupide baiser. Je lui ai dit qu'elle avait déjà menti à ce sujet une fois et que je n'étais pas intéressé à entendre une deuxième version. Puis j'ai désigné les sacs et je lui ai dit qu'elle devait partir. C'est là que les hurlements ont commencé. La réaction de Sophie a été immédiate et bruyante. Elle a commencé à crier avant même de poser son sac. Pas des cris de confusion non plus. Des cris de colère. Le genre que les gens utilisent quand ils pensent pouvoir maîtriser la situation par le volume. Elle a demandé ce que diable je pensais faire. Je lui ai répété que j'avais vu la vidéo. Pendant une seconde, elle a essayé la même tactique qu'elle avait utilisée le soir de la fête. Elle a levé les yeux au ciel et a dit que ce n'était qu'un baiser et que j'exagérais. Je n'ai pas discuté avec elle. J'ai simplement pris mon téléphone, ouvert la vidéo et tenu l'écran de manière à ce qu'elle puisse la voir.
Au moment où elle a reconnu ce qui était en train de se jouer, son visage s'est vidé de ses couleurs. Elle a regardé le clip pendant peut-être 5 secondes avant de détourner le regard. Puis elle a changé de stratégie. Soudain, il ne s'agissait plus de nier. Il s'agissait de minimiser. Elle a commencé à dire que c'était stupide et insignifiant et que tout le monde là-bas avait bu. Elle a dit que Paul l'avait embrassée et qu'elle avait simplement suivi le mouvement pendant une seconde parce que tout le groupe applaudissait et qu'il aurait été gênant de le repousser. Je lui ai rappelé que la vidéo la montrait clairement se penchant en premier. C'est là qu'elle a de nouveau piqué une crise. Elle a dit que j'agissais de manière insensée à cause de quelque chose d'inoffensif et que les gens normaux en riraient. Puis elle a demandé qui m'avait envoyé la vidéo, comme si c'était ça le vrai problème. Je lui ai dit que cela n'avait pas d'importance. La seule chose qui importait, c'est qu'elle m'avait menti au visage et qu'elle avait ensuite essayé de me faire sentir jaloux à ce sujet. Elle n'arrêtait pas de parler par-dessus moi, augmentant sa voix à chaque fois. À un moment donné, elle a dit quelque chose qui a honnêtement rendu la situation plus facile. Elle a dit, si je lui avais fait confiance comme un mari normal, rien de tout cela ne serait un problème. Cette phrase a fondamentalement confirmé tout ce que je devais savoir. Alors, je me suis levé, j'ai marché jusqu'à la porte et je l'ai ouverte. Puis, j'ai désigné les sacs. Je lui ai dit que la conversation était terminée et qu'elle devait prendre ses affaires et partir. Sophie m'a regardé comme si elle attendait que je recule. Quand je n'ai pas bougé, elle a recommencé à crier, cette fois plus fort, m'accusant de gâcher un mariage pour un seul moment stupide. Je lui ai dit calmement que le moment n'était pas le baiser, le moment était le mensonge qui a suivi. Puis je me suis écarté et j'ai attendu qu'elle sorte. Sophie est restée là pendant encore 10 secondes comme si elle s'attendait toujours à ce que je change d'avis. Quand il est devenu évident que je n'allais plus discuter, la colère est revenue. Elle a attrapé la première valise et l'a traînée sur le sol vers le couloir. Pendant qu'elle faisait ça, elle n'arrêtait pas de parler, pas vraiment à moi, plus comme si elle me parlait. Elle a dit que j'exagérais. Elle a dit que les gens dans de vraies relations surmontent les erreurs. Elle a dit que la jeter dehors prouvait que j'avais toujours été contrôlant. Je n'ai pas répondu. Le but de faire ces affaires à l'avance était d'éviter que cela ne se transforme en un long débat émotionnel. J'avais déjà pris la décision. Elle a sorti le reste des sacs dans le couloir, marmonnant tout le temps. À un moment donné, elle s'est retournée et a dit que je le regretterais une fois que je me serais calmé. Je lui ai dit calmement que j'étais déjà calme. Cela a semblé l'irriter plus que tout le reste. Quelques minutes plus tard, elle a fait un dernier voyage à l'intérieur pour prendre son sac à main et sa veste. Elle s'est arrêtée près de la porte et m'a regardé comme si elle voulait avoir le dernier mot. Puis elle a dit quelque chose à propos de la façon dont un mari normal aurait ri d'un baiser d'anniversaire ivre au lieu de détruire son mariage à cause de cela. Je lui ai dit que le mariage était détruit au moment où elle avait menti à ce sujet et avait essayé de me retourner la situation. Après cela, elle est finalement partie. La porte s'est refermée derrière elle et l'appartement est redevenu silencieux. J'ai verrouillé la porte, j'ai pris la clé de rechange qu'elle avait laissée sur le comptoir et je l'ai remise dans le tiroir. Puis je me suis assis sur le canapé pendant un moment, non pas pour douter de quoi que ce soit, juste pour laisser la situation s'installer dans ma tête. Le lendemain matin, j'ai commencé les démarches pratiques. La première chose que j'ai faite a été d'appeler un avocat. La consultation a été simple. J'ai expliqué la situation, l'arrangement de vie et le fait que nous n'avions pas d'enfants ni de biens partagés au-delà des articles ménagers normaux. À la fin de la réunion, le processus de dépôt de demande de divorce avait déjà commencé. Une fois cela fait, j'ai bloqué le numéro de Sophie. Je l'ai bloqué sur tous les comptes de réseaux sociaux que j'avais. Pour moi, la situation était terminée. Pendant les 3 mois suivants, je n'ai pas eu de ses nouvelles. Puis, un soir vers 21h30, quelqu'un a commencé à frapper violemment à ma porte d'entrée. Les coups sur la porte étaient suffisamment agressifs pour me mettre immédiatement en alerte. Pas un coup normal. On aurait dit que quelqu'un essayait de défoncer la porte. Au début, j'ai supposé que ce pourrait être un voisin avec une sorte d'urgence. Alors, je me suis approché et j'ai regardé par le Judas. C'était Sophie. 3 mois s'étaient écoulés depuis la nuit où je lui avais dit de partir. Pendant tout ce temps, elle n'avait jamais essayé de me contacter directement. Pas de mail, pas de message de numéros inconnus, rien. Alors, la voir là, frappant à la porte, était la dernière chose à laquelle je m'attendais.
Elle avait l'air furieuse. Ses cheveux étaient en bataille comme si elle les avait passés au peigne fin, et elle faisait les 100 pas dans le couloir entre deux coups sur la porte. Je n'ai pas ouvert tout de suite. Au lieu de cela, j'ai demandé à travers la porte ce qu'elle voulait. Cela n'a fait que la rendre plus bruyante. Elle a commencé à crier mon nom et à me dire d'ouvrir la porte pour que nous puissions parler comme des adultes. Le volume à lui seul suffisait à me faire penser que la moitié de l'étage pouvait l'entendre. Je lui ai dit à travers la porte qu'il n'y avait plus rien à dire. C'est là que les hurlements ont vraiment commencé. Elle a commencé à me reprocher d'avoir ruiné sa vie et que demander le divorce sans même essayer de réparer les choses prouvait que je n'avais jamais tenu à notre mariage. Je lui ai rappelé qu'elle avait eu 3 mois pour contacter un avocat et gérer tout par la voie légale comme une personne normale. Apparemment, ce n'est pas ce qu'elle voulait. Elle a commencé à crier que je l'avais embarrassée et que j'avais monté tout le monde contre elle. Selon sa version des faits, j'avais complètement exagéré une situation inoffensive et détruit notre mariage à cause de mon ego. Puis elle a dit quelque chose qui a rendu toute la situation plus compréhensible. Elle a dit que Paul était déjà passé à autre chose et qu'elle espérait que j'étais heureux de ça. Je suis resté là, de l'autre côté de la porte, à l'écouter crier. Après 1 minute, je lui ai dit que si elle ne partait pas, j'allais appeler la police. Cela a arrêté les coups pendant quelques secondes. Puis elle a recommencé à crier. J'ai sorti mon téléphone de ma poche et je l'ai tenu de manière à ce qu'elle puisse m'entendre le déverrouiller à travers la porte. Je lui ai répété que si elle ne partait pas, j'appelais la police. Pendant un instant, le couloir est devenu silencieux. Pas complètement silencieux, mais les coups ont cessé. Puis elle a recommencé à parler, mais cette fois-ci, cela ressemblait moins à des cris qu'à une tentative frénétique de limiter les dégâts. Elle a dit que j'étais ridicule et que j'allais vraiment appeler la police sur ma propre femme. Je l'ai corrigée à travers la porte et j'ai dit l'ex-femme. Cela l'a fait craquer à nouveau. Elle a commencé à me reprocher d'avoir tout détruit pour un seul moment stupide. Selon elle, les couples normaux surmontent les choses au lieu de se jeter l'un l'autre comme des ordures. Ce qu'elle ignorait commodément, c'était la partie où elle m'avait menti au visage et avait essayé de me faire sentir jaloux à ce sujet. Pendant qu'elle continuait à crier, j'ai en fait commencé à composer le numéro de la police non urgente. Je l'ai dit à haute voix pour qu'elle puisse l'entendre. J'ai dit à l'opérateur que quelqu'un était devant ma porte d'appartement, refusant de partir et causant des troubles dans l'immeuble. Le changement de l'autre côté de la porte a été immédiat. Sophie a soudainement cessé de crier. Pendant environ 5 secondes, il n'y a eu que le silence dans le couloir. Puis je l'ai entendu marmonner quelque chose sous son souffle que je n'ai pas pu distinguer. Après cela, j'ai entendu le bruit de quelque chose qu'elle traînait sur le sol, probablement son sac. Enfin, j'ai entendu des pas se diriger vers l'ascenseur. Je suis resté près de la porte pendant 1 minute de plus juste pour être sûr qu'elle était réellement partie. Quand j'ai de nouveau regardé par le Judas, le couloir était vide. J'ai expliqué à l'opérateur que la situation s'était résolue d'elle-même et je me suis excusé pour l'appel. Puis j'ai raccroché. J'ai de nouveau verrouillé la porte, je suis retourné sur le canapé et je suis resté assis là pendant quelques minutes à réfléchir à quel point toute cette interaction avait été étrange. Sophie n'était pas venue pour s'excuser. Elle n'était pas venue pour arranger quoi que ce soit. Elle était venue parce que quelque chose dans sa vie avait clairement mal tourné, et elle voulait quelqu'un à blâmer. Et pour une raison quelconque, elle pensait que cette personne devait encore être moi. Après le départ de Sophie ce soir-là, je m'attendais à une nouvelle tentative de contact. Peut-être un message d'un nouveau numéro. Peut-être une autre visite où elle tenterait une approche plus calme. Rien de tout cela ne s'est produit. Le couloir est resté silencieux. Mon téléphone est resté silencieux. Environ 2 semaines plus tard, j'ai eu la dernière mise à jour par l'intermédiaire de quelqu'un qui faisait autrefois partie du groupe d'amis de Sophie. Apparemment, la situation avec Paul ne s'était pas déroulée comme elle l'avait prévu. D'après ce qu'on m'a dit, ils se sont rencontrés quelques fois après la fête d'anniversaire, et Sophie a supposé que cela signifiait qu'ils se remettaient ensemble. Paul, apparemment, avait une interprétation très différente et est passé à autre chose presque immédiatement. Une fois cela arrivé, Sophie a commencé à dire aux gens qu'elle regrettait la façon dont tout s'était déroulé avec moi. Mais le regret après coup ne signifie pas grand-chose. La réalité est simple. Elle a choisi d'embrasser son ex lors d'une fête pleine de monde. Puis elle est rentrée à la maison, a menti à ce sujet et a essayé de me convaincre que j'étais jaloux de le remettre en question.
Quand la vérité a éclaté, elle ne s'est toujours pas excusée. Elle a discuté, crié et m'a blâmé d'avoir réagi. C'est à ce moment-là que le mariage s'est réellement terminé pour moi. Tout ce qui a suivi n'était que de la logistique. Avec le recul, la mettre dehors le jour même a probablement été la décision la plus nette que j'aurais pu prendre. Pas de longues disputes, pas de semaines à faire semblant que les choses pourraient redevenir normales. Juste une ligne très claire. 3 mois de silence après cela n'ont fait que confirmer le choix. Le plus étrange, c'est que la vie sans la tension constante semble en fait plus calme. Gérer mon entreprise est plus facile quand je n'ai pas affaire à quelqu'un qui transforme chaque limite en débat. Alors voilà toute la situation. Mon épouse a embrassé son ex à sa fête d'anniversaire, a menti à ce sujet et m'a traité de jaloux quand je l'ai interrogé. Quelqu'un à la fête m'a envoyé la vidéo. J'ai fait ses affaires, je lui ai dit de partir et je ne lui ai plus jamais parlé. 3 mois plus tard, elle a débarqué en hurlant à ma porte parce que sa vie ne s'était pas déroulée comme elle l'avait prévu. Je n'ai toujours pas ouvert. Au revoir.